Bonjour et bienvenue dans Multijoueur, votre rendez-vous jeux vidéo. Et bien cette semaine, une émission un peu particulière. On va vous parler d'un des jeux les plus célèbres au monde, Tetris. Un jeu qui a une histoire bien particulière où l'on parle un peu de KGB, de guerre froide, d'un mystérieux homme moustachu. Et d'un côté, un homme dont vous ne connaissez sans doute pas le nom, Alexei Pajitnov, l'ingénieur qui a créé ce jeu fait de cette petite figure. Et face à lui, son ami depuis plus de 40 ans, Hank Rogers, un éditeur de jeux vidéo qui a eu du flair et a lutté contre Moscou pour s'arracher les droits d'un jeu désormais succès mondial. Comment un simple jeu qui devait durer 30 secondes a changé l'histoire du jeu vidéo? Comment les deux hommes ont réussi à sortir de l'URSS des années 80? Rencontre avec deux hommes toujours amis, toujours souriants, qui ont vécu une aventure très particulière. Avant la rencontre improbable entre deux hommes que tout oppose, le coup de génie de Tetris, c'est de reposer sur une intuition. Passer du pentaminos et ses 12 formes à un simple jeu avec 7 formes et une idée pour l'époque, supprimer les lignes quand elles sont complètes. Une idée toute bête qui va faire la fortune et la renommée des deux hommes. Let's go back in time. Long time ago. Remontons très loin dans le temps. La première question est pour vous, Alexei. I want to talk about Tetris. When you were Quand vous étiez en train de coder Tetris, à quel moment avez-vous réalisé que vous teniez quelque chose de spécial? Eh bien, je l'ai codé moi-même, et mon ordinateur était très faible à l'époque. Il n'avait aucun graphisme et aucun son non plus. Mais tout ce que j'avais, c'était 24 lignes de 80 symboles de code standard américain. Et je devais créer une image à partir de ça. Et c'était une tâche plutôt délicate pour moi. Oui. Et basiquement, j'aimais beaucoup le jeu appelé Pentominos, avec 12 formes faites de 5 carrés. On pouvait faire simplement 12 formes différentes à partir de ça. Et c'est un puzzle très connu. Les gens y jouent depuis des années en les réarrangeant simplement. Et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de faire une sorte de jeu à 2 joueurs sur l'ordinateur à partir de ce concept. Et j'ai commencé à le programmer. C'était aussi un défi de faire quelque chose comme ça. Et tous les défis en programmation, on les relève brique par brique. Donc, pour l'une des routines, j'avais besoin d'afficher la pièce à l'écran d'une manière ou d'une autre, de la déplacer à gauche ou à droite, de la faire pivoter, etc. Et on a besoin d'une fonction pour chaque action. Donc, quand j'ai la fonction pour la rotation à 90 degrés, ça avait l'air si amusant à l'écran. On appuyait sur la barre d'espace et ça pivotait. Ça prenait juste une nouvelle position. Ça semble ridicule maintenant, mais il y a 40 ans, c'était du genre « Waouh, quelque chose s'est passé sur votre écran ». Et c'est ce qui a, en quelque sorte, provoqué l'idée de faire un jeu en temps réel à partir de ces pièces. C'était la toute première inspiration pour Tetris. Vous avez tout de suite perçu cette formule hypnotique, cette formule psychologique que vous aviez trouvée? Ou l'avez-vous découverte plus tard? Non, il y a eu plusieurs autres. Mais celui-là était le premier. Le deuxième, c'était que j'ai revu mon nombre de pièces à la baisse. Au lieu de 12 formes différentes, ce qui est trop pour un jeu en temps réel, j'ai transformé les pentominos en tétraminos. Et il y a juste 7 jolies pièces qui sont bien connues maintenant. Et c'était le deuxième, très important. Et ensuite, mon jeu a commencé à fonctionner. D'une certaine manière, c'était un plaisir. Mais ce plaisir ne durait que pendant, je ne sais pas, 30 secondes,
peut-être 1 minute. Il n'y avait pas assez de place sur l'écran. C'était un problème pour moi parce que je voulais jouer plus longtemps avec mes petites pièces. J'ai pris 2 décisions. L'une des décisions était d'en faire une sorte de puits virtuel très profond et de le faire défiler vers le haut. Mais quand il y a quelque chose à mémoriser, les gens n'aiment pas ça. J'ai alors remarqué que si je remplissais complètement un espace, c'était en quelque sorte déjà inutile. C'était fait. Je n'avais pas besoin de le garder à l'écran, donc je pouvais enlever et libérer de l'espace. Et c'était le plus important. À ce moment précis, Tetris était né. Hank, qu'est-ce qui vous a impressionné dans ce Tetris? Dans cette histoire et dans ce jeu, qu'est-ce qui vous a attiré? Eh bien, ce qui m'a attiré, c'est ce qui attire vraiment tout le monde. J'ai commencé à jouer, j'étais du genre, attends, je veux jouer plus. Donc dans le film, on me voit faire la queue et ensuite jouer à Tetris. Dans la vraie vie, j'ai fait cette queue 4 fois. Mon travail consistait alors à chercher des jeux à apporter du Japon. Et donc, me voilà faire la queue pour la 4e fois pour jouer à ce jeu d'une simplicité effarante. Et je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans qui me donne envie de continuer à revenir. J'étais tellement scotché. Je joue pourtant à un jeu de plateau japonais appelé le Go. Vous savez, le Go, ce sont les petites pierres noires et blanches. C'est le jeu qui a l'air le plus simple, mais le jeu qui est aussi le plus profond. Il n'y a pas de graphismes spéciaux ou autres. Le fait que Tetris soit vraiment simple ne m'a jamais effrayé. Je pense que quelque chose de très simple peut être vraiment bon. Et donc oui, j'ai en quelque sorte connecté ces deux choses ensemble en me disant, tu sais, c'est simple, c'est bien. Il n'y a rien de mal avec la simplicité. Parce que je me souviens des gens qui montraient le jeu au CES, ils sont venus au Japon, ils ont essayé de vendre la licence à la compagnie numéro 1 au Japon, ASCI, et l'entreprise a dit non, c'est trop rétro. À l'époque, c'était déjà trop rétro. C'était trop rétro, c'était du genre, oh mon Dieu, c'est comme si j'étais là à faire, ah ouais, c'est trop rétro. Devine quoi, ASCI a disparu et Tetris est toujours là. Quel est le meilleur compliment? Simplicité ou rétro? Eh bien, les deux conviennent. Je ne savais rien de tout ça. Je vivais là-bas, en URSS. Et de temps en temps, je recevais des rumeurs sur... J'avais aucune communication avec Alexei à l'époque. On ne savait rien, on ne se connaissait pas. Et à l'époque? On ne savait rien, on ne connaissait pas l'existence de l'un ni de l'autre. On ne savait rien. Quand avez-vous décidé de vous rencontrer tous les deux? On n'a pas décidé de se rencontrer, non. Mais tu sais ce que je vais dire? Je sais, j'ai décidé de monter dans un avion pour aller en Union soviétique afin d'obtenir les droits pour le Game Boy. Si vous voulez vendre votre Game Boy à des garçons, mettez-y Mario. Si vous préférez qu'elle soit vendue à toute la famille, ajoutez Tetris. C'est en substance l'idée qu'a lancée à Nintendo Alexei Pajitnov au moment où la fameuse petite console portable voyait le jour et que Nintendo se tâtait à mettre un jeu phare dedans. C'était si évident pour vous que ce serait un succès mondial? Tout d'abord, oui. Tout d'abord, oui, mais je pouvais ressentir Tetris déjà parce que je publiais déjà Tetris au Japon. Et j'ai réalisé que tellement de gens étaient juste fous de Tetris. Je suis allé chez Nintendo à Redmond, aux États-Unis, parce qu'ils allaient sortir le Game Boy. Et leur politique est toujours d'inclure un jeu lorsqu'ils sortaient une nouvelle machine. Donc j'y suis allé, j'ai rencontré M. Arakawa et j'ai dit « Monsieur Arakawa, vous devriez inclure Tetris dans chaque Game Boy ». Et il m'a dit « Pourquoi devrais-je inclure le jeu? J'ai Mario ». Et je lui ai répondu « Si vous voulez que les petits garçons achètent le Game Boy, alors incluez Mario. Si vous voulez que tout le monde achète votre console, alors prenez Tetris ». Et ensuite, il a appelé ses experts, parce que lui, il jouait pas du tout aux jeux vidéo, vous savez, c'est un golfeur. Il arrive, et les experts lui disent « Oui, c'est vrai, pourquoi ?
Parce que toutes vos secrétaires et tout le monde joue à Tetris, tout le monde absolument joue à Tetris. Donc ensuite j'ai dit d'accord, je vais aller chercher les droits de Tetris. Parce que je n'avais pas ces droits-là à ce moment-là. Donc il a dit, ensuite tu veux combien? Et je lui ai dit $1 million. C'était du genre, pourquoi pas, $1 million, $1 par unité. Et donc on s'est serré la main. Et je suis retourné au Japon et j'ai dit, je vais en Union soviétique. Et donc en février, je suis monté dans un avion sans connaître personne et j'y suis juste allé. Avec un visa touriste. Oui, avec un visa de touriste, je suis parti à l'aventure, je ne connaissais personne. Alexei, que vous êtes-vous dit quand ce touriste a dit qu'il voulait vous rencontrer? Eh bien, basiquement, Tetris était déjà publié en tant que programme informatique. Et il obtenait des récompenses lors de compétitions de Tetris en Europe sur les ordinateurs familiaux. Atari, Amiga, Sinclair. Tetris était partout. Amstrad aussi. Amstrad, ouais. Commodore 64, etc. Ouais. Donc, c'était l'époque où je coopérais avec Elorg. Parce que Elorg avait seul le droit de vendre quelque chose à des pays étrangers depuis la Russie. Et c'est pourquoi ils m'invitaient chaque fois que quelqu'un venait chercher une licence pour le jeu. À un moment donné, ils m'invitent et disent qu'il y a un genre de type bizarre qui vient, qu'il sera là demain. Si tu pouvais, s'il te plaît, venir et voyons ce qu'il a à dire. Et puis j'ai rencontré Hank et ma première impression était très, plutôt surprenante. Parce qu'on m'avait dit que c'était un gentleman venant du Japon. Et j'ai vu... Et j'ai vu un genre de type bizarre qui avait l'air très... Voilà, avec sa moustache noire. Et tout ça, tu peux voir sa photo là. Ouais, parlant un anglais absolument parfait, très intelligent, comprenant immédiatement tout. Donc ma première impression était du genre, c'est quelque chose d'assez inhabituel. Mais au moment où il a expliqué qu'il était un game designer, ça m'a touché. Parce que je n'avais jamais rencontré aucun de mes collègues. Et je voulais tellement partager mes autres jeux et discuter des problèmes et tout. C'est là qu'on s'est très facilement connectés ensemble après la réunion d'affaires. Vous avez maintenant une relation forte tous les deux. Mais on se souvient qu'à l'époque, on était au milieu de la guerre froide. Ah oui, on a fait fondre la guerre froide littéralement. Ça n'a pas causé de problème? Vous n'avez rien ressenti? Parce que c'était particulièrement pour vous. On était juste des game designers, on sait ce qui est vraiment important dans cette vie, tu sais. Au diable les pays. Qui soucie des pays? C'est ça qui est important, c'est le game design. Ouais, absolument, absolument. Et on peut tout voir dans le film. Cette partie de notre rencontre et de notre relation est représentée de manière très précise dans le film Tetris. Je voulais savoir ce qu'ils disent sur cette époque. Alors il faut aussi lire le livre. Ah mais je l'ai lu. Quand j'ai regardé le film, j'étais du genre, oh mon Dieu, il y a tellement de Hollywood. Des courses-poursuites en voiture et... C'est du genre tellement de conneries hollywoodiennes là-dedans, alors j'ai dit, je dois rétablir la vérité. Et c'est pourquoi j'ai écrit le livre, pour m'assurer que tout le monde comprenne ce qui s'était vraiment passé. C'est ça qui s'est passé. Mais bon, le film, vous savez, c'est un bon film, c'est un excellent film. Je ne nie pas cela, je regarde le film. Tu l'as regardé? Un peu. Parce que
Et tu l'aimes? Pas vraiment, je vois, c'est un autre film hollywoodien pour toi, oui? Kind of, because that's what I want to know. Je voudrais savoir quelle partie est réelle, quelle partie est hollywoodienne. And what is your Et quel est votre avis là-dessus? Parce que c'est votre histoire. Alors on a travaillé sur le scénario, ils nous ont donné le scénario. Vous avez été impliqué dans le film? On était impliqués, oui, et donc basiquement, les changements qu'ils nous ont permis de faire avaient tout à voir avec l'Union soviétique, pour la rendre plus réelle. Tu sais, non, les agents du KGB ne courent pas partout avec des flingues, ils sont déjà assez effrayants comme ça, c'est ce genre de choses. Et donc ils ont pris beaucoup de nos conseils et de notre ressentiment de Moscou, ce sentiment qui devait transparaître dans le film. Oui, et ils ont été très courageux d'entrer dans le détail très orienté business de l'accord original avec les participants impliqués dans cet accord. Tous ces personnages ont été reproduits de manière très précise, donc cette partie était surprenante de qualité. Et quand j'ai assisté à l'avant-première, j'avais peur que ce soit trop compliqué pour le grand public. Mais le public l'a digéré très facilement. Now, what is the Quelle chose fausse est dite à propos de Tetris qui vous agace depuis des années? annoy you for years about your story? À propos de votre histoire? Obviously. The things that we Les choses qu'on a entendues pendant des années sur l'histoire de Tetris, votre histoire, qui ne sont pas vraies. that is not true. Celle du KGB, par exemple, était ma question. Oh, je vois, à propos du film. Non, à propos de votre histoire, la vraie histoire. Était-ce plus facile que ce qu'on pense? Eh bien, d'habitude, on a l'interview. Je n'essaie jamais de voir mes interviews. Donc franchement, je ne sais pas ce qui a été dit sur cette histoire parce que je réponds toujours. Je raconte toujours cette histoire. Je pense que les gens ne peuvent pas imaginer ce que c'était. Je veux dire, c'était tellement différent de tout ce que j'avais connu auparavant. Tu sais, d'habitude, j'essaye d'être charmant ou drôle. Ça ne marche pas du tout. Ces gens sont très, tu sais, pourquoi, qui est-ce que vous voulez, pourquoi voulez-vous me parler? C'est du genre, tu sais, allez, briser la glace ou autre. Quand j'essaye d'arriver, de m'enregistrer à l'hôtel, j'essaye de dire quelque chose de gentil. Rien, voici votre clé. Et puis, est-ce que je peux avoir quelque chose à manger? Il était tard le soir et on m'a répondu restaurant. Juste restaurant. Et donc, d'accord, je vais au restaurant. Bon, il était fermé. Qu'est-ce que je peux manger? Je sais pas. Tout était comme ça en Union soviétique. C'était une période très difficile pour l'Union soviétique de toute façon. Et oui, donc personne n'était très amical. Et ça, c'était un peu effrayant. Un peu effrayant, oui, c'est le terme. Et puis finalement, vous savez, j'ai trouvé une interprète, elle était vraiment joyeuse et gentille. Et j'ai pensé, oh merde, elle doit être du KGB parce que elle était joyeuse et gentille et que personne d'autre ne l'était. Tu sais, c'est l'entraînement, c'est ce que j'ai ressenti. When you see today that Tetris is still famous. Quand vous voyez aujourd'hui que Tetris est toujours célèbre, toujours joué, qu'en pensez-vous? Is it the Tetris you had Est-ce que in c'est mind? toujours le Tetris que vous aviez en tête? We saw that Parce qu'on a vu qu'il y a eu la modernisation du jeu, plusieurs versions. the true one J'ai vu des gens y jouer ici, ils aiment toujours ça. they still like it. Eh bien, il y a une multitude de versions de Tetris. Et malheureusement, la première année, c'était hors de mon contrôle, les premières publications. C'est pourquoi il y a des tas de trucs en plus que je préférerais ne pas avoir dans le jeu. Mais il y a des trucs innovants, très très bons aussi. Et j'ai vu de très belles versions. La meilleure version pour toujours, je veux dire, si on regarde historiquement, c'est probablement la version Game Boy. C'est très précis, ça montre clairement mes idées du jeu et ça inclut des ajouts très importants pour la plateforme qui ont été faits chez BPS également. La musique était bonne, l'interface était confortable, donc tout était à peu près là. Ouais,
Saviez-vous que la musique si emblématique de Tetris, un hymne russe très connu, eh bien ses droits appartiennent désormais à Pagitnov et Hank Rogers. Et oui, ils en ont récupéré les droits à la sortie du jeu. C'est l'une des nombreuses anecdotes racontées par les deux hommes. Tout le monde connaît la musique. Tout le monde ici dans la pièce a cette musique en tête. La raison pour la musique, c'est simple, c'est que je cherchais de la musique d'abord qui était déjà populaire et pour laquelle je n'avais pas à payer de royalties. Et ça a été un joli coup. Et donc la musique folklorique russe, d'autant que la Russie à l'époque n'avait pas de droit d'auteur, donc pas de royalties, donc c'était parfait. Ils n'avaient pas à me poursuivre en justice. Et au fait, maintenant, si quelqu'un veut utiliser cette musique russe dans un jeu, il doit obtenir ma permission. Vraiment ? Oui, c'était fou, c'était vraiment incroyable. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Un jour, Nintendo m'a appelé et m'a dit Est-ce qu'on peut utiliser cette musique, s'il vous plaît ? J'étais du genre Mais pourquoi vous me demandez ? Eh bien, parce que vous avez les droits pour utiliser cette musique dans votre jeu. J'étais du genre Waouh ! Vous savez que Tetris a donné son nom à un phénomène psychologique, le Tetris Effect. Il l'a, je l'ai, ouais. Il l'a, je l'ai, ouais. Vous n'avez jamais eu ça ? Il l'a, je l'ai, ouais. Pas de problème, je vis avec tout le confort. C'est fou, il n'y a aucun autre jeu qui fait ça. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais pas, eh bien, je ne l'ai jamais expérimenté avec un autre jeu, franchement. Je pourrais imaginer que ça puisse arriver si on joue trop avec un autre jeu, mais cela signifie que c'est une expérience visuelle très importante, très impliquante. C'est ce qui est fourni. Et c'est un trait très fort de Tetris, parce qu'il pourrait être utilisé en médecine. Oui, totalement. Donc ils ont même découvert que Tetris a des effets psychologiques. Donc on peut même guérir des traumatismes en utilisant Tetris. Ils ont fait une étude sur cela. Ils ont fait cette étude et on a déjà des résultats scientifiques définitifs. C'est déjà publié. Donc il y en a deux. L'un, si on joue à Tetris juste après un traumatisme, les flashbacks seront réduits de moitié et la fréquence des flashbacks sera elle aussi réduite de moitié. Donc basiquement, ce que fait Tetris, c'est qu'il interfère avec la mémoire du traumatisme à long terme. Et on a aussi trouvé un autre psychothérapeute qui nous a expliqué qu'on pouvait gérer les traumatismes d'il y a de nombreuses années en utilisant Tetris. Ce psychothérapeute leur fait passer une certaine procédure. D'abord, vous jouez à Tetris, puis après la procédure, on découvre que le traumatisme a presque disparu. C'est Ahmed. Oui, on peut dire ça, c'est quelque chose qui guérit. Donc la mémoire du traumatisme change alors de « ça m'est arrivé » à quelque chose comme « c'est arrivé à quelqu'un d'autre ». C'est comme « ce n'est plus mon traumatisme ». Et on n'a jamais inspiré aucune de ces recherches. Ça se passe en dehors de nous. On nous l'a juste rapporté, j'ai fait mon jeu pour le pur plaisir. Absolument, je n'avais aucune autre sorte d'alternative. Personne n'aurait pu imaginer ça. Vous savez, l'Union soviétique avait un autre avis là-dessus. L'URSS, quand le jeu est sorti et est devenu viral et que la productivité a baissé parce que tout le monde jouait à Tetris au lieu de travailler, ils ont pensé ça doit être en quelque sorte un complot de la CIA pour empêcher nos gens de travailler. Et oui, et puis ils ont créé un antivirus, ils pensaient que Tetris était un virus, donc ils ont créé un programme qui va tuer notre Tetris dans votre machine et essayer de l'effacer du disque. Oui, donc ils ont mis tout ça dans les machines un peu partout, mais bien sûr, ça n'a pas marché. Quand vous regardez en arrière votre parcours, ce voyage qui est très spécial, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui ? Je me dis, ouais, bon, on a fait quelque chose. Vous avez fait quelque chose d'important. Oui, vraiment, j'ai fait quelque chose. Oui, je me demande juste pourquoi Tetris est si unique.
J'ai connu beaucoup de jeux qui pourraient être tout aussi populaires depuis si longtemps. Franchement, c'est un phénomène étrange pour moi, avec seul Tetris et peut-être Bejeweled. Tu sais, celui-là ne l'est toujours pas. Une chose qu'on a faite, c'est que je me suis battu pour avoir le droit d'auteur. Quand quelqu'un d'autre a sorti une copie de Tetris en jeu mobile, j'ai dit à Apple, vous devrez le retirer, nous avons ce droit d'auteur. Et puis Apple m'a répondu, vous devrez les poursuivre en justice dans 2 semaines, sinon on la remet. Donc on les a poursuivis en justice et puis c'est devenu une énorme bataille et finalement on l'a gagné. Le résultat de cette bataille, c'est qu'il y a bien un droit d'auteur dans les jeux vidéo, c'est ça la bataille qu'on a gagnée également. Oui, ce travail juridique est très important et c'est une très grande partie de notre travail. Et donc aujourd'hui, personne ne copie Tetris. Mais vous savez, Bejeweled est devenu Candy Crush, qui est devenu Royal je sais pas quoi, mais au cœur du jeu, la mécanique n'est pas, elle, protégée. Il n'y a pas de droit d'auteur sur la mécanique. On ne sait pas qui il est, qui l'a copié, etc. Ils ont juste laissé tomber finalement, et puis au final, c'est tombé dans le domaine public. C'est ça le problème. Et on s'est assuré que Tetris ne tombe, lui, jamais dans le domaine public. Jamais. Qu'est-ce qui rend Tetris si spécial encore aujourd'hui, selon vous? J'ai grandi avec Tetris, donc c'est spécial pour moi, mais aujourd'hui, vous avez des enfants qui jouent à 5 ou 6 ans. C'est le premier jeu auquel les femmes ont joué. Ok, bon, pourquoi ça? Parce qu'on ne tue rien, parce que c'est constructif, c'est l'ordre de partir de quelque chose. Et donc, basiquement, c'est un jeu qui est constructif. Et ça, c'est une différence psychologique, c'est une source de plaisir. Tu vois, par exemple, les Lego, c'est construire quelque chose, ça procure du plaisir. Casser ne donne aucune satisfaction. Construire, cependant, oui. Et la plupart des jeux sont plutôt destructifs. Ce serait possible aujourd'hui de créer Tetris à partir de rien? Oh, vous savez, il y a un océan de jeux, donc à l'époque, il n'y avait pas tant de jeux que ça. Et les jeux de puzzle n'étaient qu'une poignée. Aujourd'hui, tu sais, dans l'App Store, il y a 1 milliard de jeux. Donc devenir un jeu populaire parmi cet océan de jeux en général, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup de publicité et surtout beaucoup de temps pour amener les joueurs à y jouer. Et le public est différent, parce qu'à l'époque, les gens qui utilisaient des ordinateurs et des gadgets étaient très intelligents et tenaces. Maintenant, avec le très grand public qui vient à cela, les gens sont devenus plus gâtés. Ils ont besoin d'être accrochés en 20 secondes. Alors que nous, on avait 1 minute entière. Vous savez, à l'époque. C'est un peu ça, plus personne ne fabrique de boîte manuelle aujourd'hui. Si on doit prendre cet exemple, chaque voiture est automatique. On ne peut plus revenir en arrière. Ok, magnifique. Merci beaucoup à tous les deux. Merci vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.